Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Le compte à rebours est commencé pour nos voisins américains. L'élection de mardi 5 novembre va être sans doute une des plus suivies de l'histoire politique américaine. Et à l'approche de ce scrutin, la tension monte aux États-Unis, mais aussi chez nous, on se demande, bon, on est moins tendu que nos voisins, mais on a quand même tout intérêt à suivre ce qui va se passer parce que, je vous le dis souvent, et on le dit, les experts le disent, quand les États-Unis vivent quelque chose, c'est pas long que ça a un impact sur nous. On va en discuter avec quelqu'un qui est bien placé pour en discuter. C'est Charles-Philippe David. Il est professeur titulaire de sciences politiques. Il a fondé la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Il est président de l'Observatoire sur les États-Unis de l'Université du Québec à Montréal. Et il vient de sortir il y a quelques semaines L'Aigle en péril, la politique étrangère américaine à la croisée des chemins, publié par Somme toute le devoir. Merci beaucoup, Charles-Philippe. J'aurais pu continuer la bio, mais je trouve que c'était assez. Non, pas du tout. Non, c'est trop déjà. C'est bien assez. Nos auditeurs ont compris que vous étiez vraiment une personne vraiment de référence pour discuter de ça à 4 jours. Ouais. Là, on a déjà vu hier les marchés financiers qui disent, ben pour nous, c'est chose faite, c'est Donald Trump. Il y a quelqu'un que j'aime bien suivre, c'est Alan Lichtman, qui lui a dit, non, moi, c'est monsieur prédiction, et il s'est à peu près jamais trompé, sauf au moment de George Bush en 2020, je crois. De George W. Bush. Oui, voilà, W. Bush, quand il avait prévu une autre victoire, mais il a prévu 2004. Il avait prévu la victoire de Donald Trump de sur Donald Hillary Trump, voilà. Clinton. Exactement. Tout à fait. Oui, en Alan Lichtman, c'est vrai que c'est un de ses gourous. Il y a Nate Silver aussi, puis et puis il y en a d'autres. Je ne parierai rien de mon compte de banque, même pas 25 sous, pour déclarer qui gagne dans 4 jours. Non, je le ferai pas, parce qu'on est dans la marge d'erreur. Puis dire qu'on est dans la marge d'erreur, là, pas juste un État. On est dans la marge d'erreur dans 7 États qui vont déterminer le sort de l'élection. C'est pas compliqué. Si je mettais une carte devant tout le monde, je vous dirais ces 43 États-là sur 50, là, je peux vous prédire qui gagne. Imagine. Mais les 7 qui restent, là, je peux pas. Je ne peux pas. Une journée, il y en a un qui est en avance, l'autre journée, c'est l'autre qui est en avance. On est dans le moins que 2% de marge d'erreur. Ce qui veut dire que les sondeurs peuvent se tromper, bien sûr, ou les gens, d'ailleurs, mentir aux sondeurs. Allez donc savoir. Donc, je pense qu'il faut être vraiment prudent avant de déclarer. Maintenant, mais le pif, l'instinct, oui, ça peut vous amener l'intuition à vous dire Trump est encore dans la course drôlement, ce qui est en soi surprenant. Oui. Alors oui, il peut gagner. Mais votre pif et votre instinct, à vous qui suivez ça depuis tellement longtemps, Charles-Philippe? Mon pif va être de dire ceci. Si à 10 heures le soir, on déclare qui est le gagnant, il y a plus de chances que ce soit Trump qui ait gagné que Kamala Harris, parce que ça veut dire qu'il aurait remporté 5 des 7 États pivots. Ça veut dire que la marge d'erreur va tout dans le même sens. Ça serait probable. Mais il est également possible un autre tiers de chance que ce soit elle dans la marge d'erreur, mais j'ai l'impression que un petit peu moins. Mon pif. Et puis le dernier tiers reste possible. On n'est pas de gagnant. On n'est pas de gagnant, pas de perdant. On n'est pas de gagnant le soir même. On est obligé d'aller dans la nuit. On est obligé d'aller mercredi et peut-être plus tard si jamais aussi les votes sont contestés. L'élection est contestée par surtout le camp de Trump. Et en Pennsylvanie, à mon avis, les résultats vont pas rentrer vite parce qu'ils ne peuvent pas faire le décompte des votes par correspondance puis des votes par anticipation avant que les bureaux de scrutin soient fermés. Il y a déjà beaucoup de gens d'Américains qui ont voté. Ouais, 50 millions, c'est pas rien, ça. Là. On s'attend à peu près. Bon, ça aussi, c'est une autre donnée. Si vous me disiez, je le sais, là, combien de gens vont aller voter, je vous dirais ça va me donner un autre indicateur. Parce que plus que de gens votent, plus ça favorise le vote démocrate. Donc, je vous dirais, ça, vous voyez, ça va contre-intuitivement. On est déjà à 50 millions. Si on va à 160 millions, qui est le record de Barack Obama, puis même au-delà, ça favorise un peu les chances des démocrates. Mais c'est fou parce qu'on est lié. C'est un peu comme chez nous, mais quand même aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a un Américain sur 2 qui ne vote pas. Là. Ils sont 330 quelques millions. 330 millions. Si on prend démographiquement la totalité de la population, vous avez tout à fait raison. C'est un Américain sur 2. Mais attention, là, vous avez aussi des bébés puis des gens, on va dire, moins en âge de pouvoir se déplacer. Donc, il faut calculer la liste électorale, combien de gens sont inscrits
inscrits. Alors, sur la liste des inscriptions, on pourrait atteindre 60 à ce moment-là de la population américaine qui irait voter. Ça reste faible quand même. Oui, ça reste faible, surtout pour une élection comme celle-là. Là. Ouais. On peut tous dire que c'est une élection historique. Écoutez, je ne veux pas faire dans l'exagération, là, mais le Atlantic titrait hier en endossant. Atlantic est une revue mensuelle très, 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 très lue par des gens comme moi, les spécialistes et les gens, monsieur et madame tout le monde aux États-Unis qui s'intéressent à la politique américaine. Et qui endossaient Kamala Harris, mais en disant c'est probablement l'élection la plus significative depuis celle de Abraham Lincoln en 1860. Pourquoi? Parce que, il disait, on est un peu comme je disais à la tournée, à la croisée, des chemins. Ouais. Je compare ça à une autoroute. Là. On peut aller nord-sud, mais on vous dit d'avance, là, sur le gros panneau, là, une fois que vous prenez nord-sud, vous ne pouvez plus revenir. Il n'y aura plus de sortie pour revenir sur vos pas si vous vous trompez de direction. C'est un peu ça. Parce que Trump, on le connaît, on sait ce que ça peut faire comme dommage. Kamala Harris, c'est pas mal la continuation de Biden, en plus jeune et plus dynamique. Bon, alors vous avez une autoroute, vous pouvez aller là, vous pouvez aller direction nord, direction sud. Quelle branche ou quelle bretelle prenez-vous? C'est un peu ça le choix que les Américains font. Puis, c'est même pas un choix parti républicain tant que ça. C'est vraiment Trump. Oui, c'est comme si Trump était lui-même l'archétype d'un nouveau parti. Oui. Oui, parce que je pense qu'avec Donald Trump, et attention, on va faire un saut au Québec, là. S'il gagnait, ça a des énormes répercussions sur nous, parce que je pense aussi que le discours et la méthode de Trump peuvent gagner comment j'appellerais ça, la fabrique politique, même au Québec ou au Canada. Ce sera un dirigeant beaucoup plus autoritaire et dirigiste, un petit peu comme dans les démocraties illibérales qu'on appelle, du style Erdogan en Turquie, du style Orban en Hongrie. Et je pense que Trump aurait tendance... Alors, je n'ai même pas prononcé le mot AF, pas besoin d'aller là. Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va fragiliser drôlement la démocratie américaine. Ça, c'est clair. Le mot AF? Le mot fasciste, que plusieurs personnes... Non, pas le mot auquel vous pensiez, là. Non, je pensais à un mot, je veux dire le mot en F. Le mot en F qui est utilisé depuis une dizaine de jours par pas mal de commentateurs. Il y a plein de gens qui disent que c'est une... Et des gens qui politique disent... dictatoriale un peu. Oui, c'est ça. Des gens qui disent... avec ça? C'est ça qui va arriver, puis d'autres qui dénoncent ça. Je pense que le choix des mots est important. Avant même de se rendre là, on peut parler d'une personne autoritaire qui, comme les deux que j'ai mentionnés, Orban et Erdogan, qui ne sont pas assimilés au fascisme, mais qui sont assimilés à des démocraties dites illibérales, c'est-à-dire utiliser le vote pour gagner le pouvoir et à ce moment-là, installer des institutions fortes, dédiées ou dévouées aux dirigeants. Et donc, qui excluent l'opposition, qui matent les journaux, les médias, etc. C'est des grosses implications pour les États-Unis, mais si ça gagne le Québec et le Canada, là, réfléchissez-y 2 secondes, là, même dans les médias. Là, est-ce qu'on aurait une pluralité de points de vue? Est-ce qu'on aurait une opposition forte sur le plan politique? Est-ce que le système judiciaire continuerait d'être totalement et de manière étanche, indépendant de toute influence politique? On sait clairement qu'avec Trump, le judiciaire va connaître, le ministère déjà de la Justice va connaître une sombre page d'histoire dès son arrivée au pouvoir. Donc moi, je mets en garde aussi contre, c'est pas juste leur problème, c'est aussi notre problème. Comment ça va nous affecter si c'est Donald Trump? Déjà, économiquement, ça va nous affecter. N'importe quel entrepreneur qui nous écoute ou qui vous écoute va dire, moi, cette surtaxe sur les produits de 10, 15, des fois, ils changent d'idée, 20 25 peu importe. Même juste 10 on va être très conservateur, très, très, très prudent. Ça entraîne des coûts énormes pour nos entrepreneurs québécois. Écoutez, 70% de tout ce qui est fabriqué au Québec est exporté aux États-Unis. Pensez-y 2 secondes. 70%. Alors, imaginez que vous êtes privé ou vous êtes obligé de dealer ou de composer avec des produits qui coûtent beaucoup plus cher à produire et exporter vers ce marché-là. C'est des grosses implications. Des grosses implications pour tout le Québec, ça. Et pour les Américains, on n'a pas l'air de comprendre que ces mesures-là sont quand même inflationnistes. Là, dans son pseudo-programme, il y a quand même des mesures qui seront peut-être pas bonnes pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Tous les économistes que j'écoute, et j'en écoute un bon paquet qui sont très chevronnés, vous expliquent que ça va augmenter le déficit, le résultat de ces élections. Aucun doute là-dessus. Déficit fédéral et dette publique. Mais c'est comme un tremblement de terre. Ça va l'affecter 2 sur 10 ou 10 sur 10. Mme Harris va augmenter le déficit. Puis, c'est clair que les deux sont dans le même bain. Peut-être 3, 4 sur 10. Mais lui, c'est 10 sur 10. C'est invraisemblable.
Est-ce qu'on peut dire quand même en terminant, Charles-Philippe David, qu'au niveau de la campagne médiatique, c'est Trump qui aura remporté cette campagne? Quand je demande, quand je regarde quelles sont les images les plus fortes de cette campagne, ce n'est que Trump qui sort. Oui, et pour une bonne raison. Beaucoup de gens cherchent et achètent le show, y compris les médias, ce qui fait que Trump parle de lui en bien, en mal, mais fait parler de lui parce qu'il a le sens du spectacle. On a de la politique spectacle maintenant. Si vous ne donnez pas un bon spectacle, là, j'ai le goût de le citer en disant « Vous êtes viré ». You're fired. Ouais. Il a ressorti ce vieil argument qu'on lui connaît là, depuis les dernières années. Je me disais, mon Dieu, il y a comme plus d'arguments, il revient à ses vieilles affaires. Puis l'autre argument, c'est est-ce que les États-Unis sont prêts c'est une question pour vous, à être dirigés par une femme? Mais moi, oui, mais je ne suis pas les États-Unis. Moi, je suis complètement team Kamala, mais il y a pas une sûr, résistance. Hein? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que moi, je pense qu'il y a une forte résistance. Et une femme noire, en plus. Oui, en plus. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une forte résistance là-dessus. Et je peux pas l'évaluer scientifiquement, mais mon pif me dit que, puis particulièrement où le bas blesse, comme on dit, c'est les jeunes hommes de 18 à 29 ans qui aiment mieux l'homme fort que cette femme qui représente l'arc-en-ciel américain. Réfléchissez-y, les jeunes qui votent pour Trump, c'est un peu comme les jeunes qui me disaient à l'époque, je voterai pas pour Hillary Clinton parce que c'est une Clinton, je préfère Bernie Sanders. Oui, mais vous allez élire Donald Trump. J'ai eu mes débats avec ça, même aux États-Unis. Alors, et c'est fou. C'est une élection complètement surréelle. L'aigle en péril, la politique étrangère américaine à la croisée des chemins, c'est un ouvrage vraiment fascinant. Il faudra qu'on parle plus longuement de ça parce que vous parlez de démocratie là-dedans. Ce sera après l'élection, c'est sûr. On va avoir du temps d'en reparler, je pense. Charles-Philippe David, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée.